Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Mon Ramadan à moi, aujourd'hui consacré et réservé à un docteur. Je sais pas d'ailleurs si on dit un ou une doctoresse. Première grande question, Sarah Laximi, bonjour. Bonjour Christophe. Bienvenue dans le studio. On dit quoi alors, une doctoresse ou un docteur? Non, on continue à dire un docteur. Il y a certains qui disent une docteur, mais voilà. C'est le masculin qui l'emporte toujours sur le féminin. Il l'emporte encore, ce qui n'est pas normal. Ah oui, évidemment. Alors, vous êtes né au Maroc. D'abord, docteur Sarah Laximi, vous êtes médecin généraliste, mais également vous avez travaillé au sein de laboratoires pharmaceutiques. On peut dire que le médical n'a plus de secret pour vous. Oh, c'est un peu... c'est un peu trop, mais bon, oui, il y a un aspect de la médecine. Alors évidemment. Précisons aux auditeurs que Dr Sarah Laximi a beaucoup de mal de parler d'elle, hein, c'est ça. C'est pas toujours évident de parler de vous soi. Allez voir, c'est tout simple. Prenez vraiment l'aspect qu'on est que tous les deux, que vous allez me raconter un petit peu votre vie. Voilà. Il y a quelques millions d'auditeurs qui vous écoutent, mais bon, à part ça, tout va bien. Alors, vous êtes né est entre nous. Vous êtes né au Maroc. Oui, tout à fait. Né au Maroc, à Casablanca. Casablanca, vous êtes donc d'origine marocaine. Oui. Jusque-là, tout va bien. Oui. Combien de temps passé au Maroc? J'y ai passé toute mon enfance, mon adolescence et même mes études, parce que je suis arrivée en France, j'avais 28 ans. Hein. D'accord. Alors, dans cette émission, on parle du Ramadan, principalement. Oui. Avant de parler un peu plus de vous et de votre carrière professionnelle, on rappelle aux auditeurs aussi que vous répondez aux questions des auditeurs le soir dans l'émission de Samir Absalem, notamment tout à l'heure. Oui. Donc, vous êtes né au Maroc, à Casablanca, disais-je. Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance, vraiment de petite enfance, de la pratique du Ramadan de vos parents et de votre famille? Alors, la pratique du Ramadan à la maison, c'était un souvenir assez joyeux, festif, parce qu'au Maroc, je pense que beaucoup de gens qui sont nés au pays vous le diront, le Ramadan a une connotation très festive. On l'attend parce que la journée, les parents vont jeûner, et le soir, on va être tranquille. On va participer à ce repas de fête. Qui est un moment spécial. Dehors, on n'entend plus rien, pas une mouche qui vole. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Et c'est très étrange parce que c'est ce souvenir-là qui revient tout de suite. Et quand on entend une moto ou une voiture passer, c'est en grande vitesse pour arriver au ftour, à l'iftar. Et voilà. Donc c'est un souvenir de joyeux. Je me souviens que on sortait devant la porte et il y avait dans la maison d'à côté des voisins. Et ils avaient des enfants du même âge que nous, et donc on sortait jouer à la bicyclette ou l'après-midi. Bien sûr, nous on faisait pas Ramadan, mais voilà, c'était, on attendait que la journée se passe tranquillement. On n'avait pas trop les parents sur le dos, je me souviens, et ça c'était un bon point pour nous. Donc c'est une ambiance vraiment festive. À l'école, on voyait je me souviens que quand même dans mon enfance, le Ramadan se passait en été. Ah oui. C'est forcément étrange, très très dur. Pour les adultes, j'imagine. Et je m'en souviens spécialement d'un Ramadan où j'étais à l'école. C'était la rentrée des classes, c'était en septembre. Et je me souviens que les maîtres, on faisait pas grand chose en fait. On attendait que ça se passe. On faisait un peu de lecture, et puis voilà. Vous voulez dire que les maîtres étaient dans un état aussi un petit peu second, on va dire? Je pense qu'ils faisaient un peu semblant, parce qu'il faut pas exagérer quand même. Maintenant que je le fais, que je suis adulte, et que je l'ai fait d'ailleurs depuis l'âge de 12 ans et demi, je ne vois pas voilà. Alors justement, avant l'âge des 12 ans et demi, qui allait suivre une question, est-ce que vous avez commencé à faire quelques jours par-ci par-là, étant plus jeune? Ah oui, moi je tenais absolument à faire comme les adultes. Oui. Et donc comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Comme beaucoup d'enfants, on sait toujours, il y a toujours un mimétisme pour les grands. Oui. Et donc j'ai dit à mes parents à 6 ans que je voulais jeûner. Ils m'ont dit mais bien sûr que t'es trop petite, bien certainement pas. Ils m'ont dit on va faire un truc, on va coudre la journée. Tu vas jeûner. Tu vas parcelle. Voilà. Tu vas jeûner 4 heures aujourd'hui et demain 4 heures et ainsi de suite. En 3 jours, c'était bouclé. Donc voilà, j'avais ma journée de Ramadan. J'étais super contente. L'année d'après, à 7 ans, j'ai absolument voulu jeûner. Ma mère m'a dit non, t'es trop jeune. Mais par contre, si tu veux faire, c'est-à-dire le lendemain de la nuit du destin, tu pourras, mais tu t'arrêtes si tu peux pas. Eh bien moi, évidemment, quand on me met au défi,
Et forcément, ça répond. Voilà. Quelle était justement l'éducation religieuse que vous avez reçue par vos parents? Alors nous, on était très occidental dans notre famille. Ma mère était pratiquante, je la voyais faire la prière. Mon père n'était pas des gens très pratiquants, non. Bon, il était croyant, mais sans plus, comme beaucoup de Marocains à l'époque. C'était les années 70-80. Ouais. On n'était pas vraiment dans la religion. Moi, j'ai pas baigné dans une famille religieuse, hein, dans le sens stricto sensus du terme. J'ai découvert la religion en posant des questions. J'ai toujours eu la foi, enfin j'ai toujours cru, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui était supérieur à nous et qui a créé le monde. Pour moi, d'accord, donc vous n'êtes pas devenue musulmane, enfin vous l'étiez forcément. Mais je suis de naissance, voilà, mais je n'ai pas je n'ai pas bu l'islam dans son, comment dire, dans son de façon originelle. Enfin, j'ai pas été abreuvée par les vrais principes religieux. En fait, vous n'êtes pas devenue pratiquante par imitation ou parce que forcément au Maroc on fait le Ramadan quoi qu'il arrive. Non, le Ramadan c'est spécial parce que Ramadan, que vous le fassiez, que vous soyez pratiquant ou non, plus ou moins pratiquant, à différents degrés de pratique, etc. Vous voulez dire que c'est plus une tradition? Oh oui, complètement. Ah oui. Ah oui, c'était à l'époque en tout cas beaucoup une tradition. C'est encore aujourd'hui. Ouais. Sauf que ça prend aujourd'hui, alhamdoulilah, ça prend une allure un peu plus islamique, plus dans les valeurs de l'islam, où on va chercher un peu plus de spiritualité et beaucoup moins le côté festif, parce que bon, c'est bien le côté festif parce que ça donne envie aux enfants, ça donne envie à tout le monde d'être dans Ramadan, mais il y a aussi le côté religieux, le côté spirituel qui est très important et c'est lui qui nous permet aussi de s'élever, de se purifier et tous les autres bienfaits de Ramadan évidemment. Alors 12 ans et demi, l'âge du premier Ramadan complet. Ah oui, complet. Et j'ai tenu à le faire parce que mon père pensait que j'étais encore... votre mère vous a pas dit non? Ma mère m'a pas dit non. Par contre, mon père m'a dit trop petite, trop jeune. Attends, t'es 14 ans, t'es 15 ans, t'es 16 ans. Bon, moi, je voulais absolument pas. Je considérais que j'étais en âge de raison, physiologiquement et mentalement. Je voulais le faire. J'ai décidé de le faire et je l'ai fait de A à Z. Il faisait chaud, je me souviens. Mais mais je l'ai fait avec grande fierté et j'en suis, voilà. Et puis ça m'a pas enfin, franchement, je me souviens que les journées se passaient bien. Voilà, quand on est motivé, en fait, tout se passe bien. Est-ce que vous avez également pris connaissance de la dimension spirituelle à cet âge-là ou alors pas encore? Pas vraiment, enfin pas spirituelle comme je la conçois aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi c'était quand même un petit peu, il y avait une petite spiritualité. Pour moi c'était le mois du Coran, le mois où les anges, les djinns étaient attachés, et le mois où il y avait quelque chose de magique qui allait se passer les 10 derniers jours. Voilà, cette notion-là était très très forte. D'accord. Et donc, et franchement, et voilà, on attendait Ramadan parce qu'il y avait une espèce de magie. Pour un enfant, moi je vivais comme une espèce de magie, et donc ça me plaisait beaucoup. Ouais. Alors, de quoi était constituée une journée d'enfant de 12 ans et demi qui fait le Ramadan? Comment vous occupiez votre journée? On n'est plus un enfant déjà, on commence à l'adolescence. Bon, quand même, un petit peu. Un petit peu, oui, peut-être. Aujourd'hui, on infantilise peut-être un peu trop les ados. Il faut les responsabiliser un peu plus. Non, je pense que comment je vivais, je faisais ce que j'avais à faire d'habitude. Je lisais. Je me souviens, c'était je crois les vacances. J'ai des souvenirs. Il n'y avait pas école. Un petit peu comme en ce moment en France, quoi, pour les enfants qui oui, n'ont pas voilà, école. c'est ça. C'était vers la fin de l'été. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens d'avoir eu une activité normale. La lecture, je lisais beaucoup. Quel genre de lecture? Ah bah à l'époque c'était bibliothèque rose, bibliothèque verte. Ouais. C'était mon père me demandait de lire Balzac et que je trouvais absolument dur et complètement voilà, c'était un peu dur pour moi, Germinal et compagnie, Candide. Bon bref, voilà, c'était un peu trop. Mais moi ce que j'adorais, c'était Agatha Christie, c'était mes débuts avec Agatha Christie, j'adorais et j'adore encore les livres de suspense où il y a en fait l'esprit d'analyse. On va essayer de comprendre qui a fait quoi, à quel moment, de deviner. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez un souvenir de ce que vous avez ressenti lorsque vous avez terminé votre Ramadan complet, entier? Quel a été votre
votre ressenti et celui de vos parents aussi. Bah, comme je vous ai dit, une grande fierté, un sentiment d'avoir accompli quelque chose de très très grand, le sentiment d'être maintenant dans la cour des grands, d'être devenue grande. Voilà, pour moi c'était l'accomplissement. Je rentrais dans le monde des adultes par la grande porte. Donc voilà, pour moi c'était une grande fierté. Mes parents, bah oui, étaient fiers de moi. Même évidemment. votre papa qui vous avait donc pourtant recommandé de le faire plus tard. Oui, bien sûr, évidemment, on est toujours fier de sa fille ou de son fils parce qu'il a fait parce qu'il a voulu, pas parce que, alors qu'on ne lui a pas imposé, il a voulu. Donc ça c'est très important. D'accord. Alors les années se suivent, je suppose que là depuis cette année-là, on continue, on n'a jamais arrêté. Ah bah certainement. Ouais. Le Ramadan. Oui, le Ramadan, ah bah bien oui. sûr. Ah oui. Alors là, jamais arrêté, sauf s'il y a une contre-indication. Est-ce qu'au fil des années, vous avez commencé à prendre une dimension spirituelle et à quel âge? Alors, ça va vous sembler bizarre. Ce pourquoi on fait le Ramadan, quoi. Oui, mais alors en fait, c'est mon arrivée en France en fait qui m'a fait réfléchir à tout ça en fait. D'accord. Voilà, c'est vraiment parce qu'au Maroc, je vais le dire comme je le pense, on est un peu parasité par la dimension culturelle et traditionnelle de l'islam. Ah oui. Je le regrette d'ailleurs, c'est dommage parce là-bas on est dans une espèce de sphère. On est emprisonné dans des traditions, dans ce qu'il faut dire, le qu'en dira-t-on, que pensent les gens de vous, et vous êtes prisonnier de ça. Alors qu'en France, même dans les grandes villes. Ah bah oui, même dans les grandes villes, parce que non, ça reste encore c'est pire. Enfin, c'est pire. Enfin, je vais peut-être pas pire, mais c'est différent. C'est différent de ce qui peut se passer dans les villages, évidemment. Mais vous avez toujours une clique sociale, une classe sociale à laquelle vous appartenez, malgré vous. Et on va vous parler de certaines choses. Il faut parler comme ceci, il faut dire ça, faut pas faire ceci. Et il y a une espèce d'islam traditionnel qui est parfois faux. Basé sur des choses fausses. Et moi, je l'ai découvert petit à petit. Et c'est en France, en fait, que je me suis sentie libre, enfin, de pratiquer, de comprendre déjà ma religion, de la comprendre par tous ses aspects et toutes ces dimensions, parce qu'il n'y a pas une seule dimension, il y a plusieurs dimensions à la religion musulmane. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis sentie enfin libre de comprendre, d'interpréter. Bien sûr, je me suis évidemment appuyée sur les interprétations des savants et finalement d'avoir ma propre vision de l'islam et de le pratiquer comme moi je le voyais. D'accord. Voilà. Très intéressant en tout cas. Alors l'adolescence, comment se passe-t-il au Maroc, où sans parler du Ramadan, les études bien sûr? Ah bah oui, les études, l'âge, enfin le collège, le lycée. Est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire déjà? Ah oui, en première année de médecine, en première année de collège, c'est-à-dire en 6e. Oui, j'ai eu une super prof de sciences naturelles. D'accord. Et j'ai su tout de suite que je voulais être médecin. Ça tout de suite. D'accord. Alors, vous avez fait votre faculté au Maroc? Oui, tout à fait, à l'université de Casablanca. D'accord. Combien d'années là-bas? 7 ans plus une 8e année de thèse, ça fait 8 ans. D'accord. Est-ce que les diplômes sont reconnus ici en France quand on arrive du Maroc? Oui, tout à fait, ils sont reconnus. Contrairement à certains pays comme l'Algérie, par exemple? Ah non, je sais pas pour l'Algérie, en tout cas. J'ai croisé plusieurs médecins qui venaient d'Algérie. Ça dépend de ce que vous entendez par reconnu. Ah oui, alors je vois ce que vous voulez dire. Il faut qu'ils refassent toute leur cursus. Oui, je vois ce que vous voulez dire. En fait, c'est un grand problème. Oui, c'est la même chose. En fait, ils vous disent avec un papier officiel que votre diplôme est reconnu. Scientifiquement, mais que la pratique, vous pouvez pratiquer à l'hôpital, mais pas à votre compte. D'accord. Voilà, donc c'est une hypocrisie. C'est reconnaître sans reconnaître finalement. C'est une hypocrisie, c'est pour faire travailler les médecins d'origine algérienne et marocaine et tunisienne dans les hôpitaux avec des salaires absolument misérables, et on leur fait faire tous les sales boulots. Pas le sale boulot, ils font le même boulot que leurs confrères ayant fait leurs études en France. La permanence de samedi soir, c'est plus pour vous que pour les autres. Après c'est basé sur le volontariat. Non, on peut pas dire ça non plus. Non, je dirais pas ça, mais je pense que ça dépend des hôpitaux, des services, et ça c'est vraiment très très particulier à chaque hôpital et chaque service. Alors revenons juste au Maroc. Est-ce que vous avez pris connaissance un petit peu de l'état de santé au Maroc? Est-ce qu'aujourd'hui les Marocains sont bien soignés?
Alors, il y a deux dimensions dans ce que vous venez de dire. Bien soigner, est-ce que les patients s'occupent bien d'eux-mêmes? Ça dépend. Ouais. Est-ce que le corps, est-ce que le système de santé médicale, de santé au Maroc est bon? C'était Non. plus ça ma question. Non, du tout. Enfin, Non. pas à mes yeux. Pourtant, c'est un pays moderne qui se C'est modernise. un pays moderne, mais où le budget, où il y a une population importante, où le Ouais. budget santé n'est pas assez n'est pas suffisant pour ce que c'est. Donc le privé se développe beaucoup. Donc ce qui veut dire que les gens qui n'ont pas les moyens, il faut travailler en fait pour avoir une couverture sociale. Donc ceux qui ne travaillent pas, qui ont des métiers libéraux, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Alors quand vous gagnez bien votre vie, il n'y a pas de souci, il y a le privé. Et quand vous gagnez mal votre vie ou pas assez, voilà, c'est tant pis pour vous. Donc c'est vraiment déplorable. Voilà. Même si c'est un pays Donc il y a très encore moderne. beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Absolument. D'accord. Comment se nourrissent les Marocains généralement en période de Ramadan pour l'iftar? Est-ce que justement, on a dit souvent d'ailleurs que c'était parmi les trois, Algérie, Maroc, Tunisie, ce sont ceux qui se nourrissent le mieux le soir. Le mieux ou le plus? Non, le mieux a priori. D'après ce que j'ai recensé. Normalement, déjà avec il y a de manière épisodique d'ailleurs. Tout à fait. Donc, alors il y a toujours l'ouverture, enfin la rupture du jeûne se fait par une soupe. Ouais. Par bien sûr, il y a harira, harira pleine de pois chiches. Ouais. C'est très épais, ça tient bien au corps. Ouais, il faudrait juste réduire un peu de pois chiches. Il y a pas de mal. Et c'est des féculents, c'est bien. Mais il faut savoir aussi que la harira, il y a aussi des féculents avec c'est parce qu'elle est comment dire, onctueuse par la farine. Donc déjà, il y a la semoule d'orge aussi dedans. Non, ça c'est plus la shorba algérienne et je crois même tunisienne, mais je peux dire des bêtises. D'accord. Donc voilà, il y a toujours la sunna qui est les dates et le lait. Oui, ça c'est international. Ça c'est international. Après il y a la soupe. Ensuite il y a on s'arrête. Il y a une pause. Il y a une grande pause même. Les gens sortent, vont faire la prière, les tarawih, ou sortent se balader. Ça dépend chacun de son niveau de pratique. Et puis tout le monde rentre pour le dîner. Le tagine. Voilà, le tagine, le dîner. Ensuite, alors c'est très facile à faire et très aisé. C'est un très bon rythme quand les journées sont courtes et que les nuits sont longues. Ouais. La difficulté aujourd'hui, c'est que les journées, enfin en France, en tout cas, on peut pas avoir ce rythme. Enfin, on n'arrive pas à avoir ce rythme-là. Oui. Sinon, on gâche le repas du suhour qui lui est le fondement. C'est. Alors justement, est-ce qu'on se levait chez vous quand quand vous avez commencé à faire le Ramadan? Est-ce que vous vous leviez le matin? Ah non, moi je me levais pas du tout. Je me levais pas du tout, c'était d'ailleurs une grande erreur. Au lycée, je me levais pas. Quand j'ai fait médecine et j'ai compris un peu comment fonctionnait l'organisme, là, je me suis dit non, c'est n'importe quoi. Il va falloir que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc et en plus, on m'a dit que le prophète alayhi salam, il a insisté sur le repas du suhour. Et je me suis dit là, il faut faire quelque chose. Donc j'ai commencé à me lever. Et vraiment, la journée n'a rien à voir avec quand on ne se lève pas, rien à voir du tout. Hein. D'accord. Donc là, on ressent moins la faim, on ressent moins la faim. Et la fatigue aussi, hein. La fatigue, elle arrive vers... Alors comment bien se nourrir le matin? Parce que vous avez ceux qui n'arrivent pas à manger salé, qui mangent sucré comme un petit-déj, et puis ceux qui mangent de manière excessive d'ailleurs assez salé, des merguez, des frites le matin. Oula. Bon, ça reste un peu sur le corps, mais bon. Ah oui, non. Alors les deux méthodes sont extrêmes. Enfin, il y a beaucoup de gens encore qui n'arrivent pas en fait à manger le matin. C'est une habitude à prendre. Oui. C'est pas évident de manger le matin. Alors il y a des petits trucs pour y arriver. Les petits trucs, c'est se lever quand même 3/4 d'heure ou 1 heure avant bon, ça fait un peu tôt. Faut aussi se coucher tôt. Dès qu'on a fini l'Aïcha, bon après certains peuvent faire le tarawih. C'est vrai que je comprends que c'est difficile. Oui. Bon, mais l'idée c'est de se réveiller un peu tôt, faire les tarawih, par exemple une partie des tarawih parce que on m'a dit que c'était possible. Ou de rak'at de qiyam layl, ça vous réveille juste au moment quand vous vous réveillez, vous prenez une gorgée d'eau ou 2 gorgées d'eau, ça ouvre l'estomac, ça ouvre l'appétit, donc du coup le temps de faire les 2 rak'at, vous revenez vous allez au suhour tranquillement et à ce moment-là l'appétit vient et donc là à ce moment-là il convient de manger du pain complet. J'insiste pour le côté complet du pain parce que le pain qui n'est pas complet, il contient des sucres complexes mais il se digère trop vite. Et donc la digestion trop vite fait qu'on va avoir faim trop vite. Donc le pain complet va retarder la digestion des sucres associés à ce pain. Bon, je dis pain, mais ça peut être du riz complet. Hein. Ce sont des exemples que je donne. Oui. L'idée c'est que ça soit un féculent
un féculent complet. Voilà, et associer à ça une protéine, une tranche de dinde, une tranche de poulet. Après, vous voulez manger un steak haché ou un steak tout court, un rhum steak, comme vous voulez, ça vous pouvez. Hein. Oui, voilà, ça c'est des exemples. Pouvoir, le matin, ou alors, le steak. Oui, voilà. Bon, après, moi, je me suis éduquée et même dans ma vie en dehors de Ramadan, je mange très bien le matin. Hein. Ouais. Oui, et puis j'arrive à tenir et je me concentre largement. J'ai pas à 11h, j'ai pas le coup de pompe là où on sait plus quand on se concentrait. Moi, j'arrive voilà, je préfère, je suis beaucoup plus productive le matin. Donc, je prends un bon petit déjeuner. Je travaille jusqu'à 13h30, 14h sans aucun problème. Après, je déjeune. Mais bon, ça, je me suis habituée à ce rythme-là. Donc, d'accord, le sahur, important pour vous. Ouais. Alors, on va avancer un petit peu avant dans la deuxième partie de revenir sur tout ce qui est la partie arrivée en France et pour nous emmener jusqu'à maintenant. Ouais. Est-ce que, d'abord, pourquoi avoir fait le choix de quitter le Maroc et de venir en France? Comment ça s'est passé? Tout simplement parce que mon époux est franco-marocain. D'accord. Et que toute sa famille était en France et que c'était naturel que je vienne en France. Donc vous êtes mariés là-bas? Oui, on s'est mariés au Maroc et puis on a transcrit le mariage un an plus tard. Oui, c'est ça, un an plus tard, on était en France. D'accord. Et vos parents, quelle a été la réaction? Est-ce que pour eux c'était une suite logique? De venir en France? Non, Ouais. pas forcément. Non, ils me voyaient plus à côté d'eux avec mon cabinet, voilà. Ouais, pouvoir aller consulter Oui, puis docteur de la famille. Oui, la fierté de Ouais. la famille, la fierté Bien sûr. Laxmi. Ouais. Non, mais voilà, c'est des destins, c'est des choix de vie. Personne ne m'a dit non, ne fais pas ça. J'ai fait mes choix et je suis très contente de les Et avoir fait avant d'avoir moi-même. pris l'avion ou le bateau, je ne sais pas d'ailleurs. comment vous êtes venus. Le car. Oui, d'accord. Oui, on était fauchés comme les blés. On était tous les deux à peine sortis de fac et parce que lui aussi est médecin. Et donc voilà, on n'avait pas le sou. On s'est fait payer. Je crois que quelqu'un nous a payé le billet d'ailleurs. Je sais D'accord. plus qui c'était. Ouais. Et voilà, on est arrivé au sein de sa famille. On a été bien accueillis. Vous aviez jamais quitté le Maroc auparavant? Ah si, je venais en France pour tourisme. D'accord. Mais je Donc vous connaissiez le pays quand même. Oui, je connais la culture parce que déjà France 5 c'était presque une religion à la maison. Ouais. Non, il y avait tout le temps, on était connectés. La France c'est mon deuxième pays déjà avant que j'y habite. D'accord. Et aujourd'hui c'est mon pays de cœur. Bon, et ben on va reparler justement de votre pays de cœur dans un instant, dans cette seconde partie, avec le docteur Sarah Laxmi qui est avec nous aujourd'hui pour se confier et nous raconter son Ramadan. Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Mon Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Deuxième partie de mon Ramadan à moi, celui du docteur Sarah Laxmi qui est avec moi aujourd'hui. Tout va bien, docteur? Oui, alhamdoulilah, tout va bien. Alors, dans cette deuxième partie, d'abord dans la première partie, on a parlé de votre enfance, de ce premier Ramadan à l'âge de 12 ans et demi, de votre parcours scolaire, de votre faculté à Casablanca, de votre mariage qui vous a conduit en car en France, pays que vous aviez déjà visité de manière touristique, on va dire, et pour y venir donc définitivement vous y installer. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez mis les pieds en France là, comme ça, pour vous y installer? Un peu perdu peut-être au début? Pour moi, c'était, comment dire, pas perdu parce que mes objectifs, je me suis dit, si je vais en France, c'est pour réussir mon parcours, que ce soit professionnel ou personnel. Donc voilà, j'étais pleine de bonne volonté, pleine d'ambition, Ouais. pleine de j'appréhendais les choses. J'observais beaucoup. J'observais tout, j'écoutais tout, j'essayais de m'imprégner de l'ambiance, de la mentalité, Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué comme ça, faisant appel un petit peu à vos souvenirs? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous avez eu du mal à faire avec, quoi, par rapport à la culture marocaine, par rapport à la vie au Maroc? Pas tout de suite, non. Enfin, au début, non. Il y avait le manque de la famille. Le manque de la famille, mais j'avais fait le plein avant.
parce que j'habitais chez eux Ouais. très longtemps. Donc j'étais heureuse de me libérer. Ouais. Donc non, je l'avais assez bien vécu. Et puis bon, je me suis dit au pire, je rentrerai au Maroc ou bien. Alors mes parents quel était viendront. l'objectif quand vous êtes venu en France, votre parcours scolaire, professionnel, pardon, c'était quoi? Moi déjà au Maroc, je voulais aller dans l'industrie pharmaceutique et moi c'est le côté scientifique en fait de la médecine qui m'a toujours attiré et le côté scientifique tout court même de si on vous me parlez d'astronomie, je resterai là et vous écouter. J'aime la science dans tous ses états. D'accord. Donc voilà. Donc moi ce qui me plaisait, c'était de pouvoir évoluer dans un milieu scientifique. C'était ce qui était important pour moi. Donc, et déjà au Maroc, j'avais découvert l'industrie pharmaceutique en tant que prescriptrice. Je recevais les visiteurs médicaux. Et donc, je me suis dit, tiens, bah, c'est quoi ce métier? C'est qui les gens qui sont derrière, qui font ces fiches posologiques? On me dit, bah, ce sont des médecins qui travaillent avec nous. Et, ah, d'accord, bah, du coup, je sais pas pourquoi j'ai été attirée vers ça. Donc, déjà au Maroc, je me disais que je voulais faire je voulais aller dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Et donc en France, bah, c'était le même objectif. Je me dis, bah voilà, je vais y aller et on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai commencé à pousser les portes, à envoyer des CV, à faire des candidatures spontanées, à répondre à des annonces. Et ça a très vite marché en fait. Voilà, j'ai commencé chez Pierre Fabre. Très vite. Bah oui, assez vite. Hein, oui, assez vite. Alors, est-ce que c'est vrai que le milieu des laboratoires pharmaceutiques est un milieu assez fermé et aussi assez complexe? Complexe, oui. Fermé, pas vraiment. Non, On pas a vu fermé. différents scandales Oui, en oui. France. Voilà, les laboratoires pharmaceutiques aussi ont. Alors bon, Servier, c'est un laboratoire français, mais assez particulier. Hein. Il faut savoir qu'ils ont une mentalité. Dans le scandale de Mediator notamment. Oui, ils ont une mentalité un peu spéciale à l'intérieur. Bon, et ils sont un peu esprit Front National quand même. Hein. Ah oui. Moi, nous, dans le milieu médical, que ce soit en France ou ailleurs, enfin surtout en France, on le sait. Hein. Ça, c'est des choses qui sont sues. Bon, après, il y a le scandale du Mediator, quelque chose de assez incroyable. Dans le sens où la molécule, c'est la cousine de l'isoméride, son cousin qui est né il y a une dizaine d'années ou plus, et qui s'est vu interdire la commercialisation suite à des décès. Et des femmes, malheureusement c'est les femmes qui cherchent toujours à maigrir et donc qui prennent ces médicaments pour maigrir, et encouragées par la société qui est toujours en train de nous expliquer qu'il faut être plus mince, plus beau, plus je ne sais quoi, plus jeune. Bon, c'est une dictature qu'on vit. Donc ces femmes, elles ont consommé de ce produit-là, elles sont retrouvées avec de l'hypertension artérielle pulmonaire dont le seul traitement c'est l'ablation totale des poumons, c'est le changement poumon-cœur, imaginez. Donc il y a eu des décès et donc on a interdit cette molécule et quelques années plus tard, elle ressort sous un autre nom. C'est quand même incroyable. Oui, c'est pour ça que c'est assez complexe quand même. C'est complexe, ça je vous l'accorde, mais fermé, non. La preuve, je me suis baladée dans les laboratoires, que ce soit américains, français ou suisses, voilà. Est-ce que vous avez remarqué, constaté certaines méfiances par votre origine dans ce milieu-là? Est-ce qu'on vous a fait quelques remarques comme ça qui vous sont restées? Bah, il y a toujours des tordus qui vont faire des remarques ou alors des remarques ou alors des allusions, plus des allusions que des remarques. Ouais. Oui, il y en a eu, hein, il y en a eu un peu partout, mais la plupart des personnes restent politico-correctes, même et cachent. Nous sommes dans des entreprises et la politique interne de l'entreprise, c'est ne pas parler de religion, ne pas parler de politique. Ouais. Donc après, il y a toujours des tordus qui vont vous dire, mais vous buvez pas d'alcool, c'est culturel ou c'est c'est médical. Je leur ai dit ni l'un ni l'autre, c'est ni culturel ni médical, parce que pour moi la culture c'est pas la religion. Ouais. La culture est une chose et la religion est une autre. Je leur dis, bah, c'est religieux. Ah, mais ça voulait dire la même chose. Ils sont tout de suite gênés, mais enfin, ne soyez pas gênés. C'est pas tabou non plus, la discussion autour de la religion. On a l'impression quand même qu'on va vers un tabou concernant toutes les religions, d'ailleurs, pas que l'islam. L'islam est un peu plus stigmatisé, mais oui, quand même. Ouais. Ah bah beaucoup. On peut le dire. Hein. Beaucoup. Mais je rencontre, mais j'ai dans mon entourage des amis catholiques qui aussi n'arrivent pas à dire, ils sont tout de suite pris pour des crétins parce qu'ils sont croyants. Donc et nous les musulmans c'est encore pire. Ah bon, moi il m'est arrivé une fois une anecdote. Je crois que c'est la première fois que je vais la raconter et je la raconterai
là, avec beaucoup d'auditeurs qui vont m'écouter. Ouais. Mais en fait, une fois, j'ai toujours travaillé en Ramadan. Mhm. Il y a 2 ans, je crois, ou non, plutôt 2-3 ans, voilà. Moi, je faisais de la communication médicale. Je travaillais avec des hôpitaux et je faisais des présentations techniques, enfin scientifiques, en staff. C'est-à-dire, le chef de service est là, les professeurs sont là, et donc moi, je fais ma présentation. D'accord. Donc, à la suite de cette présentation, la commerciale qui m'accompagnait avait prévu une espèce de petit cocktail dînatoire. C'est un peu la tradition dans le milieu. Donc, c'était Ramadan. Alors, pour qu'on ne me pose aucune question, j'ai fait semblant de prendre une assiette, j'ai fait semblant de me servir un verre, et je me suis baladée avec. Bon, le verre, il est parti dans la plante qui était à côté pour faire semblant. Sympa pour elle. Voilà, je l'ai arrosé, et discrètement, et je continue ma conversation, je parlais aux gens, etc. Donc c'était après, donc c'était plutôt convivial. Et donc je me baladais avec ma fourchette et mon assiette. Alors, et donc je sors. Tout se passe très bien, tout ça pour qu'on me pose aucune question et que ça reste très professionnel. Je sors et la commerciale me dit « Mais alors, dis donc, c'est Ramadan ?» Je regarde comme ça, je dis « Oui ». Elle me dit « Mais alors, tu ne le fais pas ?» Alors, du coup, il y a la mayonnaise qui montait, je comprenais pas. On nous dit « C'est de l'ordre du privé ». On est dans un pays laïque, c'est de l'ordre du privé, et quand je le fais de façon personnelle, sans même, discrètement, sans l'afficher, quoi. Sans l'afficher, en fait, elle m'a épié pendant tout le moment du repas. Elle m'a épié pour voir si je mangeais, et en fait, quand elle a vu que je me suis servie, elle s'est dit celle-là elle fait pas Ramadan, c'est cool, elle est du bon côté, elle fait partie des bons musulmans qui ne pratiquent pas, parce que c'est un peu ça la mentalité actuellement. Vous pratiquez, vous n'êtes pas un très bon musulman, on se méfie de vous, et quand vous êtes pratiquant, attention, c'est tout de suite la suspicion. Oui. Voilà, donc ça j'étais bien sûr je lui ai dit que finalement je le faisais, et que j'étais dans ma période de menstruation, j'ai fait un gros mensonge que j'ai regretté. J'aurais dû carrément lui dire, j'ai pas voulu lui voler dans les plumes parce que ça reste très délicat en interne de faire c'est l'ignorance finalement, on peut mettre ça sur le compte de l'ignorance. C'est totalement de l'ignorance, et puis c'est du non-respect. Je ne vous pose pas des questions sur ce que vous faites dans votre vie. Pourquoi vous cherchez à savoir si je fais partie des bons, du mauvais musulman, et quelle est la définition du bon et du mauvais musulman, mais où on vit. Alors, ça, par contre, vous voyez, ça me scandalise. Revenons au Ramadan et à votre premier Ramadan en France. Alors celui-ci, il a peut-être un goût amer, non ? Oh du tout, c'était l'hiver. Non, mais quand je dis amer, c'est loin de sa famille, de sa maman, des bons petits plats de la maman, non ? Oh non. Moi, je suis pas très petit. Enfin, j'aime bien les bons petits plats concoctés, mais parce que le Ramadan, c'est une ambiance familiale quand même. Oui, mais il y avait la famille, il y avait ma belle famille. Ma belle famille, ils sont encore plus que nous au niveau de la nourriture. Donc côté festif, ça ne m'a pas du tout. Non. J'ai une belle famille absolument magnifique. Ça c'est bien ça. Une belle-mère sympa alors. Une belle-mère que je souhaite à toutes les femmes du monde. Elle est parfaite. Bien, ça c'est parfait. Elle est parfaite. Donc le premier Ramadan tranquille alors. Ah oui, très bien. En plus, les journées étaient scandaleusement courtes. Mais bon, c'est comme ça. Mais la pression quand même, docteur, quand vous êtes marié, il va falloir faire des petits plats au mari quand même, non ? Non, mon mari est assez cool. Il lui arrive même de faire lui-même ses petits plats. Bon, c'est bien, vous avez trouvé la perle rare. Le mari, la belle-mère alors. Ça va, je me plains pas. Je suis vraiment très heureuse. C'est parfait. Alors, le Ramadan, vous êtes arrivé en France en quelle année à peu près ? En 2000. C'était en plein Ramadan d'ailleurs. Tiens. Ah oui. Ah, c'est curieux. Je suis arrivée en plein Ramadan, absolument. D'accord, donc ça fait que 11 ans que vous êtes en France finalement. Absolument. Alors le Ramadan, si vous aviez à le comparer entre la France et le Maroc, c'est quoi la différence pour vous ? Sachant quand même qu'en France, l'odeur du Ramadan, c'est quand même beaucoup plus imposé au fil des années, hein. Oui, tant mieux. Tant mieux qu'on puisse le vivre. Dans certains quartiers populaires, on a l'impression d'être en bled quasiment. Oui, mais c'est pas des quartiers où je vais souvent. J'habite très loin. Mais bon, moi, dans ma petite banlieue, dans ma profonde banlieue du 91, on n'a pas vraiment l'ambiance, hein, ça c'est sûr. Mais bon, ça fait 11 ans que je le sais. Je suis pas choquée par ça. Par contre, pour moi, Ramadan, c'est plus aujourd'hui vraiment, c'est plus la spiritualité. C'est plus la prière la nuit.
nuit, c'est plus des moments de méditation, c'est plus des moments où on va essayer de voir, enfin, on s'émeut enfin voilà, c'est des petites, c'est vraiment la spiritualité pour moi. Ça a pris franchement le dessus. Ça a remplacé le côté traditionnel, à mon grand bonheur d'ailleurs. Je suis bien. C'est quelque chose qui me satisfait. Je suis heureuse de le vivre de cette manière et pas de façon traditionnelle. Même si le côté où tout le monde s'affaire fait vite pour rentrer chez lui parce qu'il y a la rupture, bon, ça a un côté collectif qui est pas mal, mais en même temps, il était dépourvu de la spiritualité ou alors très peu de spiritualité. Et aujourd'hui, bon, moi, je trouve mon compte. Je suis très heureuse d'être française et de vivre en France et de vivre mon ramadan en France. Très bien. Alors, quel genre de parents vous êtes, puisque vous avez des enfants? Oui. Qu'on salue peut-être, qui nous écoutent. Peut-être, oui. Alors, quel genre de maman vous êtes avec vos enfants? Est-ce que par exemple, le souvenir de votre papa qui vous disait de ne pas faire ramadan tout de suite, machin, est-ce que c'est quelque chose que vous allez suivre ou pas suivre ou transmettre différemment peut-être? Non, je ne transmettrai pas forcément. Non, moi ce que je fais en fait, c'est de leur faire aimer ce mois. Par on fait des activités ensemble. Alors à l'approche du Ramadan, on dit Ramadan Karim. On se dit, je leur apprends ce que c'est que Ramadan. Pourquoi on jeûne? Pourquoi vous jeûnez pas des enfants? Pourquoi il faudra attendre d'être grand en fait, je leur fais vivre. J'essaie de leur transmettre en fait ce que moi j'ai vécu. Très vite jeûner pour rentrer dans la cour des grands. Et bon, voilà. Non. Moi je les déjà. Est-ce qu'il y a eu des jours d'imitation déjà ou pas encore? De quoi Est-ce qu'il y a eu des jours de Ramadan de fait? Pour les enfants? Ouais. Non. Moi je leur dis, on va coudre les journées, ouais. comme ma mère me faisait. Oui, comme votre maman, par contre, finalement. Voilà, oui, là, vous transmettez finalement. Ah oui, ça je transmets. Du côté maman, c'est vrai que je transmets. Je trouve que c'est pas mal de coudre aux enfants. Ils ont l'impression d'avoir jeûné comme les adultes. Et puis voilà, ça les initie. Je trouve que c'est une bonne initiation. Et je leur dis aussi que faire Ramadan pour un enfant, c'est de ne pas manger entre les repas, parce que grignoter, c'est mauvais pour la santé. Oui, voilà. Voilà, donc ils font le Ramadan à leur manière. Donc d'accord, donc une maman qui transmet finalement quelques pratiques de la maman. Alors, on va maintenant parler un petit peu de votre site, puisque vous êtes. Est-ce que vous êtes d'abord, vous exercez en tant que médecin aujourd'hui? Non, je me suis occupée exclusivement du site non, j'ai arrêté en fait l'industrie pharmaceutique à l'arrivée de mon dans mon numéro 3, c'est-à-dire il y a 2 ans. Ouais. Et là, je vais me consacrer justement au conseil médical sur le net, et je compte après Ramadan. L'outil de demain. Absolument, d'aujourd'hui déjà. Et demain. Absolument. Ouais. Et donc, parce qu'en fait, actuellement, j'enseigne en fait. J'enseigne dans un centre de formation pour les métiers de la santé. Donc, j'enseigne la biologie, la science. D'accord. Et donc, et j'ai eu en fait 2 questions de deux élèves musulmanes qui m'ont posé des questions sur le Ramadan, des questions sur la santé. Et je me suis dit, mais enfin, il y a quelque chose à faire. Et je me suis dit, c'est pas normal que la Oumma musulmane soit dans l'obscurité. Il faut qu'on puisse contribuer chacun à son niveau, les médecins praticiens, les médecins conseils, que nous tous on puisse tirer vers le haut notre nation, qu'on puisse devenir responsable de sa santé, comme on est responsable de ses enfants, comme on est responsable de plein de choses. Nous sommes tous responsables, nous avons tous une responsabilité dont nous devons nous occuper. Donc quelque part, voilà, moi j'ai toujours voulu faire quelque chose qui avait du sens. Et franchement, j'ai l'impression que en faisant ça et en allant, Inch'Allah, vers le site prochain qui va prendre le relais de santeramadan.fr, on va l'appeler, il est déjà en cours de fabrication. Voilà, de fabrication, ça va s'appeler à votre avis docteur .fr. Donc où on traitera de certaines pathologies qui me tiennent à cœur, comme le diabète. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se traitent malheureusement très mal au niveau du diabète, qui se négligent. Voilà. Donc il y a beaucoup de, il y aura un forum, il y aura un forum de discussion, il y aura des questions, il y aura toujours cette réponse et cette interactivité avec les gens. Mon objectif, c'est d'être proche des gens et de pouvoir justement leur apporter ce que je peux, évidemment, à mon niveau. Parce mais que jamais l'envie d'ouvrir un cabinet, de consulter.
Bah, déjà, dès le départ, c'était mal parti parce que je me suis tout de suite intéressée à l'industrie pharmaceutique plutôt que... Non, je sais pas pourquoi, hein, j'arrive pas à l'expliquer. Est-ce que c'est finalement le côté scientifique de la médecine qui m'intéresse? C'est une vraie question à poser à un psychiatre. En tout cas, pendant cette période sacrée du Ramadan, votre site santeramadan.fr où toutes les personnes peuvent aller y poser leurs questions. Tout à fait. Liées au Ramadan. Alors comment est-ce que c'est difficile justement en matière de santé, pas de problème, vous pouvez répondre, mais quand il s'agit aussi d'allier la religion là-dedans, est-ce que vous prenez connaissance aussi auprès de certaines personnes habilitées? Alors Comment ça se c'est passe? important, bien sûr, c'est très important. On peut pas non plus. Alors il y a le côté médical, ça pose aucun problème. Voilà, la médecine est formelle. Il y a des choses qui sont claires, nettes, voilà. Par contre, sur le côté religieux, moi je travaille avec ma consoeur qui est chirurgien dentiste et qui est licenciée en théologie musulmane et qui prépare actuellement un dogme un master en dogme et philosophie. Et qui elle-même, bon, quand elle peut statuer, elle y va, et quand elle pense ou elle trouve qu'il y a un doute ou il y a un souci, elle a des connaissances, des machaïrs qu'elle peut appeler à tout moment, et il lui donne un avis clair, et c'est pour ça qu'on arrive à justement concilier le côté médical et le côté religieux. Est-ce que vous avez eu des surprises justement entre la santé et le Ramadan, ou alors tout vous paraît finalement assez simple et logique? Par rapport aux internautes qui nous posent des questions. Par rapport aux questions que vous auriez eues et aux réponses que vous peut-être ne soupçonniez pas non, en fait, les questions sont tout à fait Quels sont les types de questions à peu près qui reviennent régulièrement? Alors la grossesse. Oui, comme chez nous. Hein. Ah oui, la grossesse beaucoup. Après, il y a des gens qui se font opérer, qui ont des opérations un peu délicates. Des fois, je dis non, il n'y a pas de souci, vous pouvez jeûner. Des fois, j'explique pourquoi sa situation est délicate. Moi, je tiens absolument à expliquer le pourquoi. Parce que dire vous faites pas, ça n'a aucun sens. J'explique parce que c'est pas moi qui prends la décision à la place du patient, c'est lui qui prend la décision de jeûner, ne pas jeûner. Moi, je lui explique pourquoi c'est déconseillé, ou alors je lui explique qu'il peut, parce que voilà, il n'y a pas de souci, et je lui explique aussi pourquoi c'est conseillé, il peut le faire sans problème. Donc après, c'est au patient de décider, en son âme et conscience, pourquoi pas ne pas faire une salade l'istikhara par exemple, pour après se dire bon, l'avis du médecin est tel, l'avis du religieux est tel, et moi je pense autrement. Il a le droit de penser autrement. Oui, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Donc après, moi j'explique pourquoi, je dis ce que je pense, je fais mon travail de professionnel de santé. Après, c'est lui qui décide, et je laisse les gens face à leurs responsabilités devant Dieu. Alors vous êtes de ceux qui disent quand on est enceinte, il vaut mieux éviter de jeûner. Alors pas aussi catégoriquement. Là actuellement, parce que quand les journées sont courtes ou normales, équilibrées entre le jour et la nuit, il y a aucun. Moi en période d'hiver, ça pose pas de problème. Non, ça pose aucun problème parce que le jeûne est très court. On n'a même pas le temps d'avoir soif, ni faim, ni quoi que ce soit. Ouais. Et notre corps ne se met même pas vraiment en état de jeûne, parce que comme j'expliquais hier en direct, on jeûne 15 à 16 heures après le dernier repas. Donc voilà, donc le jeûne d'hiver ou le jeûne de printemps, quand les journées sont équivalentes, sont égales en heures, ça pose pas vraiment de problème pour la femme enceinte, même s'il faut faire attention le dernier trimestre. Et le premier est un peu délicat évidemment, parce qu'il y a des vomissements et des symptômes, ce qu'on appelle sympathiques, mais qui sont pas du tout sympathiques pour la grossesse, qui font que voilà, c'est un peu délicat. Mais aujourd'hui, les journées sont longues. Le problème qui se pose, c'est pas les nutriments, parce que l'enfant se sert dans les réserves de la maman. Dès lors où elle n'est pas dénutrie, qu'elle n'est pas carencée, il n'y a aucun problème au niveau des nutriments. Malheureusement, le problème, c'est l'eau. L'enfant le bébé va dans le ventre de sa maman, il va jeûner d'eau. Ouais. Il aura tout ce qu'il faut en nutriments, mais pas d'eau. C'est ça, c'est ce qui fait que tous les médecins sont d'accord sur ça, et vous trouvez aucun médecin consciencieux qui connaît son travail qui vous dira qu'une femme peut jeûner aujourd'hui par ces journées longues et parfois chaudes. Alors on rappelle, c'est vrai qu'on le dit souvent avec le professeur Samy, c'est le docteur qui a le dernier mot finalement, hein, quand on a des questionnements sur le Ramadan ou pas. Est-ce que c'est compatible avec son problème de santé que l'on rencontre? Est-ce que c'est apparemment, religieusement parlant, c'est la médecine qui a quand même le dernier mot? Alors en islam, oui, c'est la médecine qui a le dernier mot, mais je dirais même finalement que c'est le patient qui a le dernier mot, parce que nous on donne un conseil libre à lui de
de l'appliquer suivre, ouais. ou pas. Après, il fait selon sa sensibilité et selon surtout sa responsabilité, parce que je parle surtout aux mamans, elles sont responsables de leur enfant dès lors où il est dans dans leur utérus. Donc, comment on protège un enfant des dangers de la route, on protège son enfant dans ses entrailles de la même façon. Voilà, tout simplement. Donc, j'interpelle les femmes à ce sujet-là. C'est tout pour l'enfant, pas pour elles, parce que elles sont motivées, elles ont envie, elles attendent Ramadan, donc elles veulent le faire. Mais pensez à votre enfant. Voilà. Docteur, est-ce qu'il vous est arrivé de passer un Ramadan ailleurs qu'en France ou au Maroc? Laissez-moi réfléchir. Non, je crois pas. Non. Non, c'était ou au Maroc ou en France, parce que en Ramadan, moi, j'aime pas partir de chez moi. J'aime bien faire le Ramadan chez moi parce que j'ai mes petites habitudes. Voilà, je bouge pas de chez moi en Ramadan. Alors, on rappelle, vous êtes responsable du site santeramadan.fr qui reste à l'écoute des internautes, ceux qui veulent se connecter évidemment pour aller poser des questions et peut-être apprendre sur son état de santé quelque chose. Donc, santeramadan.fr, et donc le site qui viendra après Ramadan, rappelez-nous, c'est à votre avis docteur.fr. À votre avis docteur.fr, on aura l'occasion d'en reparler. Car mon petit doigt me dit que on va se revoir au-delà. Alors, on va terminer cette émission par une tradition. Dans cette émission, c'est 3 questions, un choix à faire en argumentant ou non. D'ailleurs, c'est à vous de voir. Le Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Un choix à faire donc, docteur. Vous êtes plutôt shorba ou halela? Ni l'un ni l'autre, je suis plutôt soupe. Ah oui, mais soupe comment? Velouté de légumes. Moi, c'est les légumes, les vitamines, les oligo-éléments. Je suis branchée. D'accord. El-Quds ou Médine? Médine. Pourquoi? Parce que c'est la ville qui a accueilli le prophète, alors que... non, pardon, excusez-moi, j'ai pensé la Mecque ou Médine. Non. Ouais. Alors oui, alors là c'est un dilemme, excusez-moi, c'est un dilemme. Mais bon, je choisirais quand même Médine parce que c'est la ville quand même qui a accueilli le prophète alayhi salatu wassalam, et où il a vécu, où il s'est éteint. Donc oui, c'est ma ville. Vous n'y êtes pas encore allé? Pas encore, malheureusement, oui. C'est un souhait. C'est un souhait. Ah évidemment. oui, bien sûr, évidemment. Et enfin, dernière question, État laïque ou État religieux? État laïque, mais la laïcité pas comme on nous l'a décrit, pas comme on nous la présente. Comme on nous l'impose. Pas comme on nous l'impose. C'est pas une dictature, la laïcité. C'est le choix. Au contraire, la laïcité, c'est une aubaine pour les musulmans. On est enfin libre de pratiquer notre religion comme on le souhaite. Parce que la laïcité, dans des textes, c'est un dispositif d'État qui permet le libre culte pour les gens. Et la libre croyance. C'est très joli, docteur Sarah Laximi. Merci beaucoup de vous être confié à notre micro. Merci beaucoup. Et à très vite sur l'antenne. On rappelle, vous êtes tous les soirs avec Samir Abslam dans l'émission Parler Islam spécial Ramadan, 17h30. Vous répondez aux questions des auditeurs et puis donc vous répondez aussi aux questions des internautes via votre site santeramadan.fr. À très vite. Inch'Allah. À bientôt. Au revoir.